Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 141e Citrep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Joyeux Ramadan à ceux qui font le Ramadan et plein de bonnes choses. On va commencer tout de suite par parler du voyage de Bachar al-Assad en Russie. Un voyage, on peut dire, historique. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Aïssar? Voyage historique, certes, et très important puisque il vient un an après le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, mais aussi après la victoire en Syrie contre le terrorisme. Bachar al-Assad est reçu en chef d'État victorieux à Moscou. Avec toute une délégation de l'État syrien, plusieurs ministres. Cette rencontre, en fait, à l'initiative invitée par le président Poutine, Bachar al-Assad a pu discuter et échanger avec le président Poutine en ce qui concerne la vision du nouveau monde, le rôle de la Syrie effectivement dans ce nouveau monde, les objectifs stratégiques de la Russie et de la Syrie, et puis la reconstruction de la Syrie, des accords, je dirais, de coopération économique et politique et militaire, touchant, et aussi d'ailleurs au niveau de l'éducation et de beaucoup de choses. Donc, en fait, cette coopération touchant l'ensemble des domaines de la vie et des accords ont été réellement signés et vont démarrer les exécutions ou même la mise en pratique va démarrer tout de suite. Je peux dire aussi un autre point là-dessus. La question a été posée au président Assad en ce qui concerne les accords éventuels, potentiels, ou une rencontre éventuelle avec le président Erdogan. À cette question, le président Assad a répondu de manière très claire et très ferme. De toute façon, le président Erdogan, il fait face à des élections. Nous ne nous sommes pas concernés. Nous ne sommes pas concernés par les élections en Turquie. Erdogan, s'il veut, nous n'avons jamais mené la guerre. En fait, nous n'avons pas agressé la Turquie, c'est la Turquie qui nous a agressés. Et si le président Erdogan veut effectivement discuter, nous discuterons à partir du moment où il se retire de l'ensemble du territoire syrien, où il arrête les hostilités, où il respecte les accords existants en ce qui concerne l'eau, en ce qui concerne le bon voisinage entre les deux pays, notamment les accords d'Adana, et puis il il se retire de l'ensemble du territoire syrien et il retire ses troupes et il arrête les ingérences. À partir de ce moment-là, on peut effectivement le rencontrer parce que nous, on n'a rien contre cette personne. Alors, Bachar al-Assad s'est également rendu en Oman. Est-ce que tu peux nous parler également de cette seconde visite? Alors, effectivement, en Oman, c'était une visite aussi où il a été accueilli en chef d'État, c'est très important, et où il a remercié l'Oman, effectivement, de ses positions pendant la guerre contre la Syrie, pendant cette guerre ignoble par terroristes interposés contre la Syrie. L'Oman a toujours maintenu ses positions et
son ambassade ouverte en Syrie. Il n'a pas cédé aux pressions des autres pays pour le boycott de la Syrie. Il a toujours eu des relations importantes et amicales et surtout des relations comment dire, de coopération et de bonne médiation aussi entre les différents pays de la région. Et puis, donc, de construction de paix. Mhm. Voilà. Donc là aussi, des accords ont été signés à chaque fois. Et puis surtout, soulignant la nécessité de briser le blocus, en fait, contre la Syrie. Mhm. Alors, en parlant d'accord, il y a également un accord qui est assez historique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui a été signé sous l'égide de la Chine. Est-ce que tu peux nous dire, nous parler de ce qu'il recouvre? Alors, avant, je voudrais parler aussi dans la même foulée des visites du président Assad, de la deuxième visite, en fait, aussi en Émirats arabes unis, Mhm. où il a été reçu aussi par le prince et par le roi des arabes unis. Mhm. Et où aussi beaucoup de choses ont été signées remerciant les Émirats arabes unis de leur soutien, de leur total soutien pendant le séisme, et maintenant qui continue, puisqu'il faut signaler aussi qu'il y a un pont pratiquement aérien qui est entre les Émirats arabes unis et la Syrie pour aider la Syrie à surmonter les conséquences du séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie le 6 février dernier, dont les conséquences étaient catastrophiques sur 4 départements syriens, 4 villes et départements, donc la ville d'Alep et tous les départements autour, Latakia et ses départements, Jablé aussi et Tartous, en fait, qui ont été déclarés des régions sinistrées. Des milliers de personnes, des milliers d'immeubles se sont effondrés et des milliers de personnes se trouvent sans domicile et sans toit. Donc, la tâche est très énorme, surtout quand elle survient dans un pays qui a souffert de 12 années de guerre terroriste destructive, qui a visé la totalité et voire vraiment l'infrastructure du pays, qui vise et continue à détruire les récoltes, qui a aussi visé l'ensemble des structures de production électrique, mais aussi où les Américains continuent à piller le pétrole syrien. Donc, pas de fuel, pas de matériel, et donc, et ce pays qui continue non pas seulement à, euh, à, à faire l'objet de ces destructions et de ce séisme, mais qui continue aussi à faire l'objet d'une guerre américaine et des pays de l'OTAN, donc contre sa population, donc pillage des puits de pétrole, pillage de blé, réanimation de Daesh qui a commencé aussi à agresser la population syrienne et notamment tous les paysans qui cherchent les truffes, le kem'a, en fait, qui est un fruit qui est très très important. C'est un champignon très important et très cher et qui est souvent dans la Badia, et la majorité, les paysans qui font la cueillette aux truffes se trouvent tués avec une balle dans la tête par les terroristes de Daesh, ainsi que leurs troupeaux. Et quand il y a des bergers qui accompagnent donc les troupeaux, les troupeaux de moutons sont volés et les bergers tués.
Donc, en fait, dans cette catastrophe, double, triple catastrophe, je dirais, effectivement, les Émirats arabes unis, comme tous les pays arabes, ont été d'une aide substantielle et très importante. C'est vrai que les Émirats arabes unis ont été les plus généreux, je dirais, et les plus présents dans ce soutien. Hmm. Et Alors, donc, le président Assad a remercié effectivement les Émirats arabes unis. mhm, Là, effectivement, on peut en venir à l'accord important, en fait, mais qui est même, je dirais, crucial, qui a eu lieu entre l'Arabie saoudite et l'Iran sous l'égide de la Chine, qui change effectivement la face de la politique au Moyen-Orient. C'est un accord très important. Il faut savoir quand même que les États-Unis ont toujours voulu faire de l'Iran un, un épouvantail pour les pays arabes et ils ont toujours favorisé une sorte de rapprochement des pays de la région, notamment l'Arabie saoudite, entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël, voulant créer une sorte de front de l'OTAN dans la région, mais pour le soutien d'Israël. En fait, tout ça, ça a volé en éclats lors de cet accord, donc sous l'égide de la Chine, entre l'Arabie saoudite et l'Iran, où ils s'engagent à créer, à remettre en place en fait les ambassades sous 2 mois, où il y a eu des accords très importants aussi, donc de la Chine avec l'Arabie saoudite en ce qui concerne et l'Iran en ce qui concerne les sources d'énergie, notamment le pétrole et le gaz, et une coopération énorme pour des contrats de coopération entre la Chine et l'Arabie saoudite pour la construction, pour la paix, pour la prospérité de l'Arabie saoudite et de l'infrastructure, mais aussi de l'Iran. Et donc, il est clair que cet accord va enlever enlève tout le sens, je dirais, de tout ce que Trump avait fait dans l'application, enfin, dans la pression contre l'Arabie saoudite contre la l'Iran. reconnaissance de l'État Ah d'Israël, oui, pardon. pour la reconnaissance de l'État d'Israël d'une part, et la reconnaissance aussi de la présence d'Israël comme État dans la région. Or là, effectivement, les choses vont dans l'autre sens complètement, ce qui n'est pas sans rendre furieux les États-Unis et l'État fantoche d'Israël, qui d'ailleurs, de ce fait, accentue ses agressions contre la Syrie, contre le Liban, en fait, contre la Syrie et contre euh, les Palestiniens dans la région. Ok, Voilà. on va en parler dans quelques instants. Je suis désolé, Euh, ma voix s'en va parce que j'ai une grosse grippe. Et puis, on va parler peut-être maintenant du rapprochement syro-saoudien euh, qui donc, s'est qui, qui s'est déroulé sous l'égide de la Russie. effectivement, une conséquence importante, je dirais, de cet accord, en fait, bon, dans la région. Donc là aussi, la Russie œuvre pour le rapprochement des pays de la région entre eux et puis euh, enlever toutes les causes de troubles, je dirais, et d'instabilité dans la région. Effectivement, la Russie a œuvré pour qu'il y ait un accord entre la Syrie et l'Arabie saoudite, hein,
qui se solde aussi par une réouverture prochaine de l'ambassade. Mais d'ores et déjà, ça s'est soldé par la reprise des relations consulaires entre les deux pays. Mhm. Il faut savoir quand même que ça a été interrompu depuis 2011. Ça fait 12 ans qu'ils sont interrompus sous la pression des États-Unis avec le début des, du printemps arabe, entre guillemets. C'est quelque chose de très important, aussi bien pour la Syrie que pour l'Arabie saoudite. Mhm. Et en fait, on voit, en plus du séisme, depuis le moment du séisme, il y a une ouverture, un retour, je dirais, de l'ensemble des pays arabes vers la Syrie, que ce soit sous l'égide de la Russie, de la Chine, mais aussi suite au séisme par la poussée des peuples arabes. Euh, il y a ce retour. On a vu même le ministre des Affaires étrangères égyptien qui est venu en Syrie. Et la Syrie a reçu aussi le président, et le président Assad les a reçus, l'ensemble des chefs de partis politiques parlementaires des pays arabes. En fait, qui assurent la Syrie de leur soutien. C'est donc sous la pression des pays, des peuples arabes et sous l'égide de la Russie et de la Chine que ce retour à la Syrie ou de la Syrie à l'ensemble des pays de la région qui lui faisaient la guerre ou qui lui faisaient qui étaient plutôt hostiles deviennent maintenant des pays avec lesquels la relation arabe est devenue importante et la Syrie reprend son rôle effectivement de cœur, je dirais, battant de l'arabité politique. Alors il y a également la visite de Xi Jinping à Moscou, hein, qui illustre ses efforts russo-chinois pour stabiliser le Proche et le Moyen-Orient. Alors effectivement, la visite de Xi Jinping, visite stratégique mondiale très très importante, surtout aussi elle a ouvert la voie effectivement de manière tout à fait fondée et assise par des accords peu économiques, je dirais, au nouveau monde multipolaire, puisque la Chine et la Russie ont- se sont mis d'accord pour qu'il y ait effectivement des accords importants sur l'ensemble des domaines, dans l'ensemble des domaines, notamment les domaines politiques, économiques, stratégiques, contre l'hostilité, contre l'hégémonisme dans le monde, pour l'application pour la création d'un nouveau monde où règne la souveraineté et les rapports égalitaires entre les pays, où aussi on fait face à tout cet hégémonisme qui s'était soldé aussi par la domination du dollar sur les relations économiques internationales. Donc, en fait, la Russie et la Chine se sont mis d'accord pour l'amélioration ou le développement d'un système équivalent ou parallèle au système SWIFT, hein, pour les échanges entre pays et qui accepte ces échanges dans la monnaie locale, dans la monnaie nationale de chacun des pays, ce qui est en fait quelque chose de très important face au dollar américain et face à la domination du dollar sur les marchés d'échange mondiaux. Donc, ajouter, bien entendu, à une coopération stratégique au niveau de l'armement, au niveau de beaucoup de choses,
Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour notre monde, qui assoit effectivement les bases du nouveau monde multipolaire. Ah. Alors tu en parlais tout à l'heure, hein, Israël fait feu de tout bois puisqu'ils ont bombardé euh, l'aéroport d'Alep en Syrie. Sur un plan diplomatique, il y a eu la visite en France du ministre israélien des Finances, qui n'y est pas allé de main morte en termes de déclaration, mais bon, c'est tout à fait typique de ce nouveau gouvernement israélien. Est-ce que tu peux nous parler de cette visite Alors, effectivement, en Palestine occupée, les choses vont de mal en pire, en fait, en présence de ce gouvernement d'extrême droite, fasciste, etc. Ce gouvernement, d'une part, il est contesté déjà par les colons eux-mêmes, qui manifestent depuis des dizaines de semaines, par milliers, dans toutes les villes de la Palestine occupée, contre une réforme du système judiciaire, il faut reconnaître et il faut le rappeler, qui a que Netanyahou veut abolir ou veut transformer de manière, parce que lui, il est poursuivi par ce système, et il est appelé à être emprisonné s'il quitte, je dirais, l'immunité de son gouvernement, parce que lui, il est chef de gouvernement, il jouit d'une certaine immunité, et s'il ne l'a plus, il va en prison. Donc, c'est la raison pour laquelle il s'acharne à garder le pouvoir et il s'acharne à y revenir. Et il a réuni dans son gouvernement, comme vous le savez, les plus extrémistes, comme Smotrich, comme Ben Gvir, qui n'hésite pas à taper sur les manifestants et qui a même donné l'ordre d'exécuter et d'assassiner comment dire, les gens qui bougent et qui font face parmi les Palestiniens, justement. Par contre, tous ceux qui font face à l'armée israélienne, aux invasions des colons, c'est lui qui a donné ordre aussi à armer tous les colons et qu'ils sont couverts s'ils tirent sur les Palestiniens, et ainsi de suite. Donc, par rapport aussi bien par rapport à la population occupée, donc aux Palestiniens, que par rapport à l'occupant, à l'ensemble des occupants qui sont les colons israéliens, qui sont là et qui croyaient que c'était un État démocratique, etc. Donc, et qui manifestent aujourd'hui contre Netanyahou. La violence est extrême et la police tape, et pas seulement, elle tue. Donc, voilà, ça c'est important à voir en fait. Donc, l'ébullition à l'intérieur de cet État fantoche est énorme. Même, Euh, si je peux me permettre, même Biden, même le gouvernement américain a protesté contre la réforme en cours en Israël, quoi. Ce qui est un fait assez extrême, qui est vraiment rare que les États-Unis se permettent de critiquer une évolution de politique intérieure israélienne. Tout à fait, oui. Puis de toute façon, il faut savoir que Biden et Netanyahou, c'est pas le grand amour, hein. Ça d'une part. Et puis d'autre part, donc ce Smotrich arrivé en France, d'ailleurs, c'était un scandale que la France puisse l'accueillir. Vraiment. C'est un scandale pour la France d'accueillir une personnalité de ce type, un personnage aussi puant, aussi raciste, hein, fasciste, hein. Et donc, il a profité du fait d'être en France pour affirmer que
De toute façon, la Palestine appartient aux Israéliens, aux occupants israéliens, que les Palestiniens, le peuple palestinien n'a jamais existé et que les Palestiniens qui sont là sont des immigrés dont il faut se débarrasser. Des déclarations mais terribles, terribles, un déni total du peuple palestinien, un déni total de tous ses droits, un déni total de tous les accords qui ont été signés d'ailleurs, même contre la vie du peuple palestinien, les accords d'Oslo, les accords de Wadi Araba, etc. Et il dit de toute façon, il faudra que l'État d'Israël puisse s'approprier la Palestine, toute la Palestine et toute la Jordanie. Donc Alors, la Jordanie aussi. malgré la répression contre les Palestiniens, 90 morts depuis le début de l'année, donc ça fait Mm, environ un par jour dans ce macabre décompte. absolument. Le début du Ramadan a pu avoir lieu, et notamment la prière à Al-Aqsa. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, la résistance du peuple palestinien est très très grande. Donc d'abord, il y a eu un grand mouvement dans les prisons parce que rappelons aussi que le même gouvernement a décrété que dans les prisons, les flics, ils ont le droit de tirer sur les prisonniers, de les tuer, et que progressivement, de toute façon, il va falloir les défaire de tous les droits, de tous les machins. Donc là-dessus, il y a eu un grand mouvement de grève dans les prisons qui a fini par porter ses fruits, si on peut dire, par porter une victoire qui a été conclue hier. Il y a eu un accord justement où la direction des prisons s'engageait à ne plus porter atteinte aux acquis des détenus, ça d'une part, et puis d'autre part aussi que au niveau des droits de pratiquer la religion, au niveau des droits d'accès aussi des Palestiniens à Masjid al-Aqsa, à la mosquée Al-Aqsa. Il y a eu des centaines, des dizaines de milliers hier qui ont pu faire la prière de Tarawih euh, au Ramadan, puisque jeudi c'était la première journée du Ramadan. Donc, donc en fait, c'est un Ramadan de lutte à nouveau qui commence et qui fait peur aussi aux Israéliens et à l'armée israélienne Mhm. qui d'ailleurs, je voudrais rappeler, l'armée israélienne se désolidarise aussi des mesures de Netanyahou et de ce gouvernement. De plus en plus d'officiers de l'armée, aussi bien du service de l'aviation, des services des réservistes et même des gens qui sont des officiers qui sont dans l'armée active actuellement, ils menacent de ne plus de ne plus continuer leur fonction et comment dire, de démissionner complètement si cela continue et ils demandent effectivement à ce que le droit soit respecté. Mhm. Donc en fait, ça c'est quelque chose de très comment dire, c'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau dans cet état d'occupation où tout le monde pratiquement adhérait à la répression des Palestiniens et où tout le monde, tous les colons hein, qui adhèrent aussi au fait qu'il faut enlever ce pays aux Palestiniens. Mais actuellement, ça devient grave puisqu'il y a de 30% maintenant d'après certaines statistiques, des, euh, des Israéliens, en fait, qui vont chercher ailleurs et qui vont chercher à aller dans d'autres pays parce que cet État ne correspond pas du tout à ce qu'ils espéraient, à ce qu'ils voulaient. Un petit commentaire, je Mhm. voudrais vous dire quand même, ce pays et cet État d'Israël, cet État fantoche, a été créé par des accords en fait
la promesse Balfour, en fait, Balfour, qui était le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre, hein, du Royaume d'Angleterre en 1916, et qui est une promesse avec Herzl, qui était le dirigeant du mouvement sioniste, hein, de promettre aux Juifs un foyer national en Palestine. Et donc, à partir de ce moment-là, et comme la Palestine était sous mandat britannique, les Britanniques ont favorisé l'arrivée des Juifs de l'ensemble de l'Europe, hein, de l'Est et de l'Ouest d'ailleurs, en Palestine, mais ils ont surtout favorisé, exactement comme c'est le cas en Ukraine aujourd'hui, des hordes nazies terroristes, hein, qui sont les hordes de Stern, de Haganah et Irgun. C'est en fait trois hordes nazies fascistes, hein, qui ont commencé à commettre des massacres entiers et massacrer des villages entiers en Palestine où eux, ils venaient, ils massacraient et l'État mandataire, en fait, britannique, hein, faisait empêcher les Palestiniens de se défendre, même au point même d'avoir un couteau de cuisine chez eux à la maison. Donc, en fait, c'était une coopération entre les nazis de ces hordes, Ergun, Stern et Haganah, et l'État britannique à l'époque que cet État fantoche d'Israël a été créé. Et donc, il est important de savoir cette histoire et de l'avoir en tête, et à la lumière de ça, voir un peu ces déclarations d'un certain Smotrich ou Netanyahu dans cet État fantoche d'Israël. Mhm. Alors, Dernier point que je Aïssa, voulais on va essayer ajouter, oui, d'aller un petit peu plus vite pour la fin de cette émission, parce juste un point, il nous reste juste 8 minutes avant de clore l'émission. d'accord, juste un dernier point que je voudrais ajouter. Et bon, c'est pas la peine, je l'ai oublié. Pas grave. Ok. Voilà. Alors, on parlait je mentionnais le bombardement israélien sur l'aéroport d'Alep. Il y a également une Ouais. attaque au missile sur des soldats américains en Syrie. Est-ce que tu peux nous parler? Et puis la partie Alors, américaine qui a suivi. il y a eu maintenant la résistance à la présence américaine est de plus en plus importante en Syrie. Mhm. Et donc là, il y a eu et je voudrais dire que ça vient de l'ensemble du front de la résistance aussi. Et là, une attaque au missile sur la base américaine qui se trouve dans la région nord-est de la Syrie, aux alentours des champs pétroliers Conoco et El Arma, dans les champs de Deir ez-Zor, en fait, hein. Donc, il y a eu effectivement des soldats israéliens, des soldats américains qui ont été tués, suite à quoi les Américains ont mené une attaque aérienne contre un centre de formation euh, un centre de développement euh, du, euh, de la campagne, un centre de développement qui est des stocks de céréales. Euh, et en fait, bon, bah, par la suite, il y a eu aussi une autre attaque contre cette base américaine. Donc là, de plus en plus, les Américains vont être obligés de partir rapidement de la Syrie. Il y a eu Et également des attaques terroristes dans le nord-ouest du pays.
dont tu me faisais part. Et puis, effectivement, donc, une attaque terroriste euh, a eu lieu en Syrie, dans le nord-ouest d'Alep, hein, auquel donc l'armée syrienne s'est opposée et 11 terroristes ont été tués, dont le responsable de ce groupe, hein, et qui ont été tous d'ailleurs, on découvre qu'ils sont tous étrangers. Mhm. Donc voilà. Alors en Europe, il y a eu une réunion ce qu'on pourrait appeler les amis entre guillemets de la Syrie. Oui, attends 2 secondes. Il y a eu aussi une attaque israélienne contre l'aéroport d'Alep, hein. Oui, oui, tout à fait, j'ai Euh, mentionné tout à l'heure. oui, Alors et si moi tu je veux bien n'en en ai pas parler, parlé, si tu donc veux bien en parler, voilà, vas-y, c'est ça. bien Ouais, sûr. ouais. Alors, cette attaque se situe aussi, c'est la deuxième attaque dans les 15 jours, troisième attaque après le séisme, Mhm. et deuxième attaque contre l'aéroport d'Alep. Il faut savoir quand même que l'aéroport d'Alep, c'est l'aéroport qui reçoit les aides humanitaires, hein. Oui. C'est pas un aéroport militaire, c'est un aéroport civil. C'est un aéroport qui aujourd'hui reçoit les aides humanitaires. Et en fait, hein, encore une fois, Israël viole toutes les normes internationales en fait concernant l'interdiction d'une part de bombarder des zones civiles et de plus, que ce soit une zone civile, mais ce sont aussi dans le cadre d'un grand sinistre humanitaire et qui reçoit les aides humanitaires. Donc, en fait, double violation, triple violation de la charte de l'ONU et des droits de l'homme les plus élémentaires. Et personne n'a condamné, effectivement. On attend la condamnation des Nations Unies et puis de l'ONU et puis des pays qui prétendent défendre les droits de l'homme. En Europe, je mentionnais donc cette réunion de pays qui veulent Oui, aider la Syrie contre son gré, oui, sur son plein voilà. gré. En fait, voilà, c'est ça. C'est une réunion qui discute de la résolution de la crise syrienne, s'il vous plaît. Sans la Syrie, bien sûr, en son absence, donc qui est en fait, bien sûr, qui est un chaos total, puisque c'est sans la Syrie et qui prennent des décisions. Bon, à mon avis, les pays occidentaux continuent à se raconter des histoires et à penser qu'ils aient la moindre influence sur la Syrie, à part le fait de effectivement relancer les terroristes qui sont les leurs, qui sont leurs amis et qui les relancent en Syrie. Donc, en fait, bien sûr, cette initiative a été largement dénoncée par l'État syrien, par le ministre des Affaires étrangères, mais aussi par nos ambassadeurs dans les instances internationales qui s'étonnent justement de ce déni de la souveraineté nationale de la Syrie, qui est un pays fondateur des Nations Unies, qui est un pays souverain, et que l'ONU, pas l'ONU, mais que l'Occident, les pays occidentaux, très clairement les États-Unis, la France et l'Angleterre, mais aussi l'Allemagne qui se joint à eux, qui sont dans le déni total et puis dans un monde complètement à eux, qui continuent à fomenter leurs petites histoires. Voilà. Alors, Mais ça a été dénoncé et c'est dénoncé par beaucoup de pays. mhm. Sur le front ukrainien, sur un plan diplomatique et militaire aussi, l'Angleterre souhaite livrer des bombes à uranium appauvri. Mm. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Alors justement, l'Angleterre continue à affirmer que de toute façon, ils ont la volonté effectivement de livrer des bombes avec de l'uranium appauvri, chose qui est très très importante et grave, puisqu'il s'agit de composants nucléaires. La chose a été très prise au sérieux tout de suite par la Russie, qui a déclaré que de toute façon, si cela arrive, ça veut dire que c'est un prémisse c'est une manière de pousser vers une guerre nucléaire mondiale au niveau en fait, pousser la Russie à une guerre nucléaire mondiale et qui va finir par détruire le monde entier. Donc, voilà, l'Occident pousse dans cette voie et surtout, qui est bizarre, l'Angleterre, qui est le pays le plus fragile actuellement au niveau de son économie, au niveau de sa population, qui réclame d'ailleurs les choses les plus importantes de la vie, les choses ont augmenté, etc. Eh ben, c'est l'Angleterre qui pousse à cette guerre nucléaire de destruction. Donc voilà. Bon. Alors en France, ça va pas beaucoup mieux avec les manifestations contre la réforme des retraites. Et puis cette répression très violente, hein, sur toile de fond, là, en plus de Paris qui est assailli par les poubelles et les rats. Alors, Est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe en France? oui, alors en fait, on parle de la France et de l'Angleterre puisque ce sont des pays qui prétendent donner des leçons au monde entier en matière de démocratie, en matière de droits de l'homme. Rappelons quand même que l'Angleterre, la France, quand il y avait des manifestations en Syrie qui disaient, alors qu'il n'y avait pas de répression, qui donnait des ordres, qui se permettait de donner des ordres à l'État syrien, qui voulait que le président Assad démissionne. De la même manière, dans les derniers troubles qu'ils ont fomentés aussi par terroristes interposés en Iran, où ils se permettaient de donner des ordres aux Iraniens, comme quoi vous êtes en train d'utiliser la violence contre votre peuple, etc. Eh ben, on voit que ils sont le pire. Ils sont bien pires. La violence qu'il y a dans les manifestations où les gens refusent effectivement ces changements du code de la retraite. Ils ont dépassé toutes les normes et toutes les possibilités, des violences contre les manifestants, contre les personnes, des tabassages, etc. Puis, bien sûr, le président Macron est dans le déni total et l'autisme total. Ils ne vont pas entendre les revendications, même les appels au débat ou aux amendements de l'ensemble du mouvement. Et il faut dire qu'il y a eu des millions de manifestants et des grévistes, hein, et ça continue. Parmi elles, justement, le résultat, d'ailleurs, ça n'a pas empêché le ministre des Affaires étrangères iranien de faire remarquer qu'il est important qu'il écoute son peuple, hein, et qu'il est important aussi d'arrêter cette violence démesurée face à des manifestants pacifiques, hein, ce qui n'était pas le cas des manifestants ni en Syrie ni en Iran. Alors, il y a eu Alors, des déclarations similaires, hein, du Conseil de l'Europe qui a tensé la France pour sa gestion des manifestations récentes, en disant que même s'il y avait quelques éléments violents parmi les manifestants, cela justifie en rien l'énorme répression policière qu'il y avait. Et donc il appelait la France à beaucoup plus de retenue et à respecter
exactement. les engagements de base en matière de droits de l'homme. Voilà. Exactement. Donc, de toute façon, c'est tout ce qu'on peut dire. Effectivement, c'est toujours comment dire, ce ton hautain des pays qui se prétendent défendre les droits de l'homme. Maintenant, ils s'enfoncent parce qu'ils sont eux-mêmes en train de faire des choses qui sont contraires à tous les droits de l'homme et contraires à la Constitution et contraires à la volonté du peuple. Et puis, je pense que les sanctions arriveront par le peuple. Eh bien, Issa Midani, merci beaucoup pour toutes ces informations et toutes tes analyses. Ceci traite tout ça à sa fin. On a essayé de faire un petit peu plus court que d'habitude. On est parvenu à faire 45 minutes. Peut-être que la prochaine fois on arrivera au chiffre de 40. Voilà, bah on tient compte en tout cas de toutes vos remarques bah pour faire en sorte que ce soit le plus agréable pour chacun. J'espère que toutes ces informations vous ont intéressé. N'hésitez pas à vous abonner. Et à Issar, je te donne rendez-vous dans 2 semaines. OK, dans 2 semaines. Merci. Merci Raphaël et au revoir. Merci à tous hein, et continuez à être bien.